Vous êtes en direct sur Africa 24. Je vous propose tout de suite de nous rendre à la conférence économique internationale, conférence qui se déroule actuellement à Yaoundé, au Cameroun. Regardez. Et du continent asiatique, la demande de matières premières resterait durablement soutenue. Et on se rend compte que ce cycle des matières premières, comme les précédents, est très dépendant de la croissance économique de ses principaux débouchés, la Chine notamment, et que peut-être ce retournement sera sinon durable, mais en tout cas suffisamment long et prégnant pour poser des questions sur les stratégies de croissance sur lesquelles se sont appuyés les pays exportateurs de matières premières. Et indiscutablement, pour les pays subsahariens qui dépendent des matières premières, et pour le Cameroun aussi, naturellement, c'est l'occasion d'une réflexion en profondeur, une nouvelle, mais elle est tout à fait fondamentale, des ressorts de la croissance économique. Et évidemment, l'un des enjeux, c'est de transformer cette crise en une opportunité de retrouver une diversification de l'économie qui permette à la croissance de rester sur des niveaux soutenus. Alors, ce qui complique dans le cas de l'économie africaine, mais c'est aussi le cas du Cameroun pour le coup, la difficulté de ce retournement de cycle de matières premières, c'est que ça s'accompagne également du point de vue des flux financiers, d'une grande incertitude également sur la durabilité des flux financiers, puisque quand on regarde pour les pays africains qui ont accès aux marchés financiers, ça a été le cas pour le Cameroun l'année dernière, les rendements des obligations qui sont émises par les souverains, elles sont à un prix très élevé. Le rendement camerounais, il est à 9,3% ce matin, ce qui est tout à fait considérable et qui n'est pas d'ailleurs le plus mauvais des pays de la zone, mais c'est le signe qu'il y a une nouvelle nervosité à l'égard des perspectives de croissance de ces pays, et tout ça évidemment complique la donne. Donc c'est dans ce climat dégradé qu'il faut apprécier d'abord et féliciter le Cameroun pour la très bonne croissance économique de cette année et de l'année passée, et réfléchir en profondeur au dynamisme de la croissance économique, et puisque c'est le sujet, le dynamisme du secteur privé. Alors, ça a été dit ce matin, ça a été plusieurs fois énoncé, chacun sait ce dont un pays a besoin pour engager une dynamique de croissance soutenue. Il faut ce que les économistes appellent des infrastructures sociales, c'est-à-dire des infrastructures tout court, des infrastructures notamment concernant la communication, les réseaux de transport, l'accès aujourd'hui à Internet et à tous les moyens de communication qui permettent de relier un pays au reste du monde. Il faut des infrastructures juridique, légal, institutionnel, c'est-à-dire un système de droit, d'état de droit le plus propre, le plus transparent. Et puis, il faut évidemment des infrastructures concernant le capital humain, l'éducation, ça a été également évoqué. Et indiscutablement, sans ces trois conditions remplies simultanément, les perspectives de croissance sont forcément amputées. Mais tout ça sert évidemment comme condition nécessaire et certainement pas comme condition suffisante. C'est ce qui nous amène au secteur privé et à son rôle très important dans la croissance économique, puisque l'État ne peut pas tout, comme disait un de nos anciens premiers ministres, et ce qu'il peut, c'est donner les conditions nécessaires, certainement pas les conditions suffisantes de la croissance. Comment faire pour que le secteur privé serve véritablement de locomotive à la croissance économique et soit capable de prendre le relais de ce cycle des matières premières? Aujourd'hui, on voit, sinon d'extinction, en tout cas de ralentissement. Le premier point de départ, on en parlait ce matin avec Pascal Lamy, c'est de prendre la mesure de la place du secteur privé. Et on a tendance à penser qu'en Afrique, le secteur privé est le parent pauvre de la croissance économique, qu'il contribue peu aux richesses, voire peu à la demande d'investissement et autres. Et une étude qui a été faite il y a deux ou 3 ans par un consortium d'économistes appartenant à différentes institutions internationales, la Banque africaine de développement notamment, a refait des calculs très précis qui manquaient d'ailleurs à l'appréciation qu'on pouvait faire du rôle du secteur privé, et a trouvé des chiffres tout à fait étonnants qui montrent que la contribution du secteur privé est considérable, tant en ce qui concerne l'investissement, le secteur privé représente 2/3 des investissements, qu'en ce qui concerne la consommation, qui se concerne l'emploi. Et je vais juste dire quelques mots de l'emploi, le temps passe déjà très vite, mais sur l'emploi, cette étude montrait que 90% des emplois en réalité étaient offerts par le secteur privé. Et ça montre que l'emprise du secteur privé est beaucoup plus importante qu'on en a généralement l'idée. Mais cette étude ajoutait aussi que 80% de ces emplois du secteur privé sont dans le secteur informel et qu'il n'y
a que 20% de ces emplois du secteur privé qui est dans le secteur formel, ce qui fait qu'au bout du compte, le secteur public et le secteur privé, qui sont dans un rapport de 1 à 9 quand il s'agit de caractériser l'emploi dans un pays africain, c'est le cas au Cameroun aussi, se retrouvent presque à part égale quand il s'agit de discuter de l'emploi informel. Et là, le débat s'ouvre, si je puis dire. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, c'est pas grave que l'essentiel de l'emploi et des perspectives de croissance soient dans le secteur informel, ou est-ce qu'au contraire, c'est un frein? Alors on peut dire que le verre est à moitié vide, à moitié plein. Je pense qu'il est à moitié vide, parce que quand le secteur privé est dans l'informel, il y a beaucoup de conséquences pathologiques qui en résultent. D'abord, le fait que le secteur informel a beaucoup de difficultés à créer un cercle vertueux de crédit, d'investissement et d'innovation. Et la faiblesse du crédit pour les pays africains est une des caractéristiques qui pèsent sur sa croissance. Deuxièmement, lorsque les salariés sont eux-mêmes dans le secteur informel, ils sont sous-bancarisés. On sait que la sous-bancarisation fait partie des problèmes. Et ce faisant, le taux d'épargne est également très faible, puisqu'on n'offre pas à une population jeune et dynamique les produits financiers qui leur permettraient, à partir d'un certain âge en tout cas, de préparer leur vieillesse. Et le taux d'épargne dans les pays africains est le talon d'Achille de la croissance économique, puisqu'il est à moins de 15% en moyenne, alors que les taux d'investissement sont très supérieurs, ce qui crée un déficit chronique de la balance des paiements, dont la crise de la dette qui semble à nouveau à nos portes est l'une des expressions. Donc, pour terminer, je vais très vite, malheureusement le temps passe déjà, je crois qu'il y a une réflexion en profondeur à avoir pour attirer le secteur informel dans le secteur formel, certainement pas sous forme de pénalité, il faut qu'il conserve son dynamisme, mais il faut réfléchir aux droits qu'on donne au secteur privé, possibilité d'épargner d'une certaine manière, plus institutionnellement, avec peut-être des avantages fiscaux à la clé qui permettent de recréer une dynamique vertueuse de l'intérieur et pas simplement tirée par la perspective de croissance des matières premières, comme ça a été trop souvent le cas dans les pays africains. Voilà, j'ai été obligé d'accélérer, mais... Merci, professeur Cohen. Attirer l'informel vers le formel, définir le droit accordé aux entreprises, ce qu'on peut retenir. Je vais passer la parole pour prolonger ces échanges au président Kaberuka, que je ne vais pas présenter puisqu'il est bien connu comme ancien ministre des Finances du Rwanda, ancien président de la Banque africaine de développement. Et la liste pourrait s'allonger. Je préfère lui passer la parole. Président Kaberuka, vous avez la parole. Merci, mais vous avez dit ancien, alors il faut que je fasse quelque chose. Thank you. I'm happy to be back in Cameroon. You know, it's important that we have this conference now and many more like this. Because there's so much pessimism out there on Africa and investment opportunities, as if all Africa had was oil. Almost everything you read is about the end of Africa's honeymoon. Investment opportunities have evaporated. Of course, that is not exactly the case. And the fact that we could be here in a country not very dependent on oil, doing 5% growth, and having such resilience is proof that Africa is tall and standing. So I want to thank you for organizing this, even if for that reason alone. Number two, in my years in the African Development Bank, I learned many things. But there's one thing I want to share with you today. I'm sure many things will be said here. Many people will tell me, but President, we have all the investment regime, everything seems to be in place. Our doing business standing is very high. But why are investors not coming? It is very important to answer this question here. Because for the morning and today we hear about Cameroonian resilience, stability, anchor in the region, and the fact that in terms of reforming the business regimen, you are doing all the right things. So I want to share with you 3 reasons. I think investors take their time to come, or if they don't, they will ask for a lot in terms of investment incentives. 3 reasons you must seek to address. The first reason is one of uncertainty. So the regimen may be good there, but people wonder, how long can this be applied?
have seen, especially in the mining sector, where the regimes of royalties, dividends, taxation policies change almost every 3-4 years. And so the investors will not be looking at what is written on paper. They'll be wondering about what would this be in 3 years, in 4 years, in 5 years' time. It is very important Cameroon answers this question. Not simply Cameroon, but other African countries. Uncertainty. And uncertainty has many aspects. The second reason you may have all the right regulations and things in place and investors take their time is not lack of infrastructure. They know that. They know it will take time. It's not lack of skills. They know that it takes time. It is some doubt about the delivery capacity. Will the institutions of government, municipalities, parastate organizations, be able to deliver these fantastic things on paper? And the issues of delivery capacity are real, especially in the area of dispute resolution, justice, that kind of stuff. If an investor knows that when he or she has an issue with government or some other partners, they will be in court for 3, 4, 5, 6 years. Not because the government does not want to, but because there's lack of capacity. There will be issues. And so as you think about the investment regimens, think about how you can avoid a regimen that is front-loaded, overloaded, and look at alternative dispute resolution mechanisms, which then diminish the need for excessive capacity. So the second is delivery capacity. The third one, which you have to address, especially because I can see that Cameroon has been trying very hard over the last few years to put in place all the right things in the doing business regimen. It is one of what I like to call rules as they are written and rules as they are applied. There could be a huge gap. And I can give you one straight away, which would hamper the sector of energy in which tomorrow I'll be participating. It is that an investor wants to be sure that before he or she puts her money in producing power for the country, that the regulators who are in charge of tariffs, subsidies, the rest of it, they're independent in law and they're independent in fact. Because often they're independent on paper. Everything is there. But when it comes to rubber hitting the road, you find their independence is relative. So I want to urge members of the government who are here and business community to try and square this circle. It's not about how good is my investment regime. Often it is very good. But these three things are issues. It is not whether you want to implement. It is whether you have the capacity. And it is whether in terms of independence in real or in fact, that political realities don't catch up with you and you find that independent regulators like central banks, like the ones for electricity, have to go to political leaders to figure out if this thing can be solved. And once you do that, you are back to uncertainty. In my humble experience, in my 10 years in the bank, these are things which you have to address. Of course, there are other things, stability, infrastructure, it takes time. But even when they want to help you on infrastructure like energy, they want to see these things addressed. So my final advice, and I'll stop there. What should you emphasize apart from these three things I've just mentioned? I would like to say that the region of CEMAC, the population of CEMAC, is quite modest actually. You are less than 50 million people, and that is half the population of Tanzania. That is half the population of Ethiopia. And so you have to work together. So investors coming to Cameroon, they'll be looking at the region of CEMAC. It is difficult, it is not easy, but there's some low-hanging fruits which already you can grab. Cameroon can be a net energy exporter in this region, like Thailand, like Ethiopia is trying to do. So think Cameroon, think the region, because that's where the opportunities are. My time is limited. I could share with more experience. But I wish you well, but I hope that these modest ideas can be of some help. Thank you. Bien.
Je vais passer la parole à Pascal Lamy, ancien directeur exécutif de l'OMC, ancien commissaire de l'Union européenne, ancien directeur de cabinet de Jacques Delors. Et j'espère que ceux qui interviennent en commençant par lui auront un peu plus de discipline par rapport au temps. Pascal, vous avez la parole. Oui. Donc je vais essayer d'être discipliné. Ça me sera d'autant plus facile que je crois que Daniel Cohen et Don Kaberuka ont déjà largement répondu à votre question qui est comment augmenter l'attractivité du Cameroun pour des investisseurs privés. La réponse conceptuellement est très simple. Il faut que le Cameroun se bâtisse un avantage comparatif qui va faire que des investisseurs vont investir au Cameroun plutôt qu'ailleurs. Une fois qu'on a dit ça, on a répondu à la question. Évidemment, ça implique d'être un petit peu plus précis. Et dans mon expérience de DG de l'OMC, de commissaire européen, je n'ai même pas oublié que j'ai été banquier dans une vie antérieure, je crois que la réponse ici, elle réside dans deux directions. La première, c'est de réduire la prime de risque camerounaise. Et la deuxième, c'est d'augmenter la taille d'un investisseur du marché qu'un investisseur vise au Cameroun. Voilà les deux directions essentielles. La première, on vient d'en parler, le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays africains, est encore, si je puis dire, victime d'une demande de rentabilité supérieure de la part des investisseurs, qu'il s'agisse de financement en equity, qu'il s'agisse de financement obligataire, qu'il s'agisse même d'autofinancement ou de financement en cash. Les investisseurs ici demandent entre 5 et 10% de plus de rentabilité que ce qu'ils demandent ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est plus risqué. Et donc, il faut faire diminuer cette prime de risque et bâtir un avantage comparatif de telle sorte que cette prime de risque soit inférieure à d'autres opportunités africaines. Et pour ce faire, on connaît la méthode, ça vient d'être dit, donc je ne répète pas ce qu'a dit Don Kaberuka. Les mots-clés, c'est stabilité, prévisibilité. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je crois que le Cameroun est d'ores et déjà en tête de peloton du point de vue de la stabilité et de la prévisibilité, de ce qu'on appelle le cadre des affaires, de l'environnement institutionnel. Et de ce point de vue-là, donc, il a un petit peu d'avance qu'il faudrait qu'il augmente. La deuxième, c'est la taille du marché. Nous savons tous que si on regarde la Terre de la Lune, il y a deux endroits sur cette planète qui sont des embrouillamini de frontières invraisemblables et qui sont l'Afrique et l'Europe. C'est d'ailleurs pas un hasard si les processus d'intégration régionale dans le monde d'aujourd'hui sont le plus actifs dans ces deux continents. Parce que être petit dans le monde d'aujourd'hui, ça ne fait plus de sens et que, disons, à terme de 10 ans ou 20 ans, ça j'ai bien vu ça à l'OMC, le marché pertinent, c'est 200 millions de consommateurs. Et là, évidemment, la réponse, on la connaît en Afrique, c'est l'intégration régionale. Et là encore, le Cameroun, d'un certain point de vue, est probablement un leader, encore qu'il semble qu'il ait un peu de mal à comprendre, à convaincre un certain nombre de ses partenaires dans la région. Deux exemples pour terminer, de manière à tester ces réglementations qui restent générales parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Deux exemples, l'énergie et le tourisme, qui sont deux secteurs dans lesquels le Cameroun dispose d'avantages naturels qui sont des bases pour bâtir un avantage comparatif par rapport à d'autres. Dans l'énergie, il dispose d'un cadre réglementaire qui est loin d'être parfait, mais qui, par rapport au régime d'autres pays africains, est bien meilleur, notamment parce qu'il a commencé avant d'autres des expériences de privatisation qui, comme chacun le sait, ne sont pas toujours très faciles dans ce secteur, parce que la question de la rentabilité d'un investissement énergétique a quelque chose à voir avec le fait de faire payer l'électricité aux entreprises et aux ménages, et politiquement c'est parfois une équation un peu compliquée, mais dans ce domaine, le Cameroun a une avance qu'il peut exploiter
à une condition, c'est notamment, au fond, d'offrir au marché l'idée que le régime des concessions est stable et à long terme. Et dans ce cas, tout ce que le potentiel dont vous disposez, notamment en hydro, mais aussi d'un certain point de vue en renouvelable, est mobilisable. Et je crois que là, il y a évidemment un gros avantage sur lequel vous pouvez vous appuyer. Je prends l'exemple du tourisme parce que je ne dis pas que c'est un contre-exemple, mais c'est un exemple aussi où ce pays a beaucoup de ressources et où elles sont insuffisamment exploitées, notamment par manque d'infrastructures. Je ne parle pas tellement des infrastructures hôtelières, ça c'est un peu l'affaire du secteur privé, mais des infrastructures de transport, notamment de transport routier, mais aussi d'un certain point de vue de disponibilité de transport aérien. Et donc voilà, à mon avis, la réponse dans 2 cas précis. Et encore une fois, je ne crois pas avoir dit de choses très différentes de ce qu'ont dit à la fois Daniel Cohen et Don Kaberuka. Ce pays est en tête de peloton. L'ambition politique qui est celle des pays du président, qui est de viser l'émergence, je crois, est quelque chose de tout à fait faisable. Il faut simplement qu'il accélère un peu la petite avance qu'il a prise sur ses concurrents. Merci. Je vais passer la parole à M. Ade Ayeyemi en précisant que, pour résumer, M. Lamy, être petit est un handicap pour réduire la prime de risque. Je suppose que c'est ce que va confirmer M. Adeyemi. You have the floor. Thank you, sir. I think I'm the only one that is handicapped here and that I'm not bilingual, which means I didn't hear the question very well, but I will try and make... I'm really proud to be back into Cameroon. I think the country, each time I come here, I see progress that has been made, and I see a lot of people that still has ambition to do more. And everybody has said that at the time when the economy is growing at 5%, the government is coming together to talk about how can we really get more growth into the economy, which is good. However, I think for all the African countries, we're 1 billion people, we produce about 1 billion in terms of GDP, all of us put together. And what we produce, 1 trillion, all of us put together. What we produce is so small, and the gap to the rest of the world is so large that we really need to take the experience of South Korea that was given to us this morning, that we need to run pretty fast. And that is where the question of private sector as a core driver of the economy comes in. Because the private sector knows how to allocate capital properly. The private sector is not looking at who the voters are. They're looking at where can we get the best return. And that return is not a bad thing, because every person that takes resources from society must return more to the society, and that is how you demonstrate progress. So if we believe that the private sector is a core driver in terms of getting things done, then we need to figure out how do we get private sector to participate in our economy. And the private sector will only participate if we are ready to allow private capital to participate in the core elements of the economy where the country is competitive. So if we have an energy refinery company like Sonara, we need to figure out how to bring private sector to participate. If we have core competency and competitive advantage in the production of banana, banana production itself does not create wealth. It is being able to get it to market that creates wealth. We can bring people that understand the route to market, understand the market, the logistics of getting to market, and then be able to attract more capital and be able to get it done. If it gets done and the country becomes well known for that banana production, it is not the private person that is doing it that will get the glory, it is the country that will get the glory. And because there's not much time, part of the question is, show us examples of where this has been done well. If we look, and I will pick some countries, they haven't done everything well, but I will pick some countries in Africa. If you sit in Marks and Spencer and you want to buy a rose flower, most likely that is coming from Kenya or from Ethiopia.
if you want to ask the question, where is the best country where technology adoption has been used to solve the problem of financial inclusion? That will be Kenya for you regarding M-Pesa. If you ask in the continent, which country is the best in terms of financial infrastructure and sophistication? That would be South Africa, that attracts 3 times its GDP into its own capital. If you ask the question, which country has the best institution in the continent? That would be Rwanda, a small country, but that gets things done and is able to allow anybody that shows up as an African to go to his own country, and the country has not been overrun. Whereas countries like Nigeria and South Africa continues to deny other people of a visa that are African. So for me, I think Cameroon, you've got everything that it takes to grow. You got the people, you got the resources. But we will not grow because we have means. We will grow because we use it. Thank you. Merci. Le Cameroun croîtra parce qu'il utilisera les moyens dont il dispose. C'est pour cela que je voudrais passer la parole maintenant à Achaleke. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc, le docteur Leke va nous le prouver. Vous avez la parole. Merci. Actually, I thought I'd speak in English, given we're a bilingual country. And it's great to be here. I'm very excited as a Cameroonian that we are organizing such a conference in the midst, as many people have spoken about, of an economic slowdown that is affecting Africa. If you look at global capital flows, Africa's share of global capital flows has decreased, and as a result is becoming much more difficult. It's more of a competition between African countries to attract capital into their countries. So I think what we're doing is very important to make sure that we maintain our share and even grow our share of those global capital flows. Just wanted to share a bit of some of the work we're doing at McKinsey on private sector, and then end with some recommendations that we would have for Cameroon. I hope I won't be too controversial. I hope I'll still be allowed back into the country after my 5 minutes. But just first, if we look at, we have developed what we think 5 years ago, we had a report called Lions on the Move, which looked at the growth across Africa. And we're in the middle of preparing the next version of that report, which will be released in 2 months. As part of that, we've looked at the companies across Africa that make $500 million or revenue or more across the continent. And we found astounding results. So there's 700 companies that make $500 million or more in revenue across the continent. If you look at companies that make $1 billion, right, or more across the continent, I usually ask people how many companies do they think. Everybody usually says 50 to 100 companies make $1 billion or more. The reality is there are 400 companies in Africa that make $1 billion or more. Only about less than 10 in Cameroon make $500 million or more. So no, we still have a small share. If you look at those companies today, they're more profitable than the counterparts around the world, and they're growing faster, right? So there's something about Africa that really allows these companies to grow and be more profitable. But the reality is we don't have enough relative to other regions in the world. There are no African companies on the Fortune 500 list, none today. There are seven Indian companies, 9 Brazilians, 100 Chinese. There's no African company on the Fortune 500 list. And the reality, so we're too small and they're too few, right? And the reason is some of the reasons we spoke about. It's fragmented markets. You have to scale beyond the local market if you want to build that size of business. It's the supply chain that's not integrated, and so typically you have to do everything yourself. You can't outsource it to other people to do it for you. You have to do it all yourself. It's the enabling environment, right? So whether it's the cost of transportation, the energy cost, ports, all of that is typically too high. And as a result of that, I think as Cameroon, but as Africa, we need to really find a way to increase the size of our large companies, right? That's why if you think of, why large companies matter, look at, what Dangote has done for Nigeria. As somebody mentioned earlier this morning, what Tony was mentioning, look at what a Google and Apple and Microsoft have done for the US. So I think having these big companies, Samsung for Korea, is important. Now, if you then reflect on that and say, what does that then mean for Cameroon? Because I think it's easy for us to come and talk, but I think it's more important for us to have some very concrete ideas or recommendations going forward.
I would argue that as a country, again, I'm very proud of having gone from less than 2% growth to 5%, but I think we're just scratching the surface. So 4 things I would argue we need to do to make sure we continue this growth and make sure the private sector plays a key role in that. One is we need to significantly increase our attractiveness, investment attractiveness. We just have to, right? I always say, my clients, this is not what I say, my clients tell me always, they're like, doing business au Cameroun, c'est aussi compliqué, sinon plus compliqué que le Nigeria, mais c'est 10 fois plus petit, right? So why should it matter? Why should I do it? And I think we need to give them a reason, right? If you look at, we're growing at 5%, but if you look at one ranking, our World Bank Doing Business ranking, we're still in the 170th country range, right, out of 183. So there's so much more we need to do on that front. And critically, we always say companies don't invest in countries, they invest in deals, right? So it's really finding what is the right deal to attract these companies. And that's why I'm very excited about what we're doing today, but even more so what we're doing tomorrow to put these deals in front of potential investors. So I think really significantly increasing investment attractiveness for the country is critical. The second thing is, I think, I always say we need to act like the big economy that we are. Right? I think across Francophone Africa, when people talk about economies that are doing well, they talk about Côte d'Ivoire, they even talk about Senegal, even DRC before they talk about Cameroon. So I think there's something about us punching below our weight. And I think being a lot more visible in international fora and making sure that we earn the right, that the role that we earn the role we're playing, and making sure people understand how big of an economy we are and that we play that visible of a role is quite important. The third, I always talk about, as potentially the youngest on the panel, I think leveraging the youth and the diaspora is critical. We should do so much more about it. I was very happy to hear Mr. President this morning talk about the youth in his speech and how it's important. But I just think, and even President Kaberuka was talking about how many Cameroonians he hired when he was at the AFDB. Everywhere you go around the world, you find Cameroonians. I started a school in South Africa, and we recruit amazing Cameroonians and place them in the top universities around the world. But I just don't feel we're doing enough to leverage the youth and the diaspora. So for me, that's the third thing. And the fourth thing, it's all about execution, right? We can talk and talk, and we can have plans. I've helped quite a few countries create plans as well, but really it comes down to execution. And I think we can do a much better job of really delivering our projects on time, within budget, really making sure we track execution. So those are, my 4 recommendations for the country. And I think if we do that, we'll then grow from the 5% we are today to hopefully 8, 9, 10%, which is what I think our potential allows us to do. Thank you, Dr. Leke. Je voudrais rapidement résumer, puisque nous sommes pris par le temps. 5 points me ressortent des diverses interventions pour accroître le rôle du secteur privé. C'est d'abord s'intéresser et résoudre le problème de l'échelle de production, garantir la stabilité, la prévisibilité pour réduire l'incertitude, garantir une application effective de la règle qui doit être connue de tout le monde, donner plus de visibilité, investir pour se donner plus de visibilité, c'est la comparaison entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, et faire jouer un rôle important à la diaspora, mais tout cela de telle manière que le Cameroun puisse être un hub pour les investissements dans la sous-région et puisse optimiser son potentiel. Il me semble là que ce sont les points les plus importants qui ressortent des diverses interventions et qui pourront être retenus comme les propositions de ce panel dans un regard croisé pour accroître l'attractivité de l'économie camerounaise en matière d'investissement. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'échanger avec l'assistance. Je voudrais prier le public de retenir ces 5 points comme résumant les propositions des intervenants à ce panel, à qui je dis merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation qui leur a été adressée. Merci.